Nous sommes au milieu de l'année 1950, dans le gîte Fuller du Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Alors que nombre de scientifiques se réunissent le midi pour manger, une conversation anodine est prête à devenir un moment d'histoire. Emil Konopinski entre dans celle-ci alors qu'Edward Teller, Herbert York et Enrico Fermi discutaient des supposées preuves des soucoupes volantes, un sujet central à l'époque. La discussion divergea vers la possibilité de dépasser la vitesse de la lumière et la faisabilité du voyage interstellaire. Comme l'Eureka d'Archimède ou la pomme de Newton, Enrico Fermi va alors poser une question qui ancrera son nom dans la légende, plus encore que son prix Nobel. Where is everybody? Le programme SETI de la NASA, qui recherchait une vie extraterrestre, est supprimé par le sénateur William Proxmire. Pour justifier cette suppression, le sénateur évoque les conclusions de Fermi. Si des êtres intelligents existaient ailleurs et possédaient la technologie nécessaire à la communication interstellaire, ils auraient développé le voyage interstellaire et seraient déjà présents dans notre système solaire. Relancé sous la pression de Carl Sagan, le programme est définitivement annulé par le sénateur Richard Bryan en 1993, qui utilise alors les mêmes termes. La recherche d'une vie extraterrestre ne recevra plus jamais de fonds publics américains, jusque-là les plus importants dans le domaine. Problème, Fermi n'a jamais conclu qu'il n'existait pas de vie extraterrestre. Il faudra attendre mars 2015 pour que Robert Gray clarifie la situation dans un article publié dans la revue Astrobiology. D'après les souvenirs des personnes présentes au fameux repas, Enrico Fermi sous-entendait fortement qu'il pensait le voyage interstellaire impossible. Pas étonnant quand on considère l'état des fusées de l'époque. Fermi suggérait donc que l'impossibilité du voyage interstellaire était la raison pour laquelle on ne voyait pas de civilisation extraterrestre, et absolument pas l'impossibilité d'une vie extraterrestre. Il n'y avait donc pas de paradoxe. Au cours de ses recherches, Robert Gray a retracé l'apparition de l'expression paradoxe de Fermi à une publication de 1977 qui faisait le lien entre la question posée par Fermi et l'argument de Michael Hart selon lequel si les extraterrestres ne nous ont pas visités, c'est qu'ils n'existent pas. Si cette proposition peut sembler péculière, nous verrons plus loin qu'elle est en réalité très compréhensible lorsque mise en relation avec l'équation de Drake, une des mesures les plus utilisées pour calculer la probabilité d'une vie extraterrestre. Ce premier lien va être encore plus étendu une fois que Frank Tipler soutiendra Hart en 1980. Le paradoxe de Fermi était alors devenu une expression commune dans les publications scientifiques, mais tenait plus de l'argument d'Hart et Tipler que de la position d'Enrico Fermi. Ironiquement, cela a à la fois mal représenté la position d'un chercheur et fait oublier les auteurs de la position qui lui est attribuée. Le paradoxe de Fermi ne provient donc en réalité pas de Fermi, mais n'est pas non plus un paradoxe dans sa forme originelle. Je précise sa forme originelle car contrairement à Enrico Fermi, nous avons aujourd'hui développé une véritable industrie spatiale qui permet réellement d'envisager le voyage interstellaire comme une possibilité du lointain futur. Lors de cette fameuse conversation, le concept de fusée tel que nous le connaissons aujourd'hui n'était encore que théorique, la course à l'espace n'en était qu'à ses balbutiements. Le nom de mur du son tenait alors encore tout son sens, une telle vitesse étant considérée inatteignable. Si le problème du mur du son n'est plus qu'un lointain souvenir, d'autres se posent désormais devant nous, et notamment celui de la faiblesse de nos connaissances sur le fonctionnement de notre univers. Mais ces limites servent souvent au contraire à cultiver l'ambition d'aller toujours plus loin, et malgré les siècles et les progrès, il existe une question que l'humanité se pose toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette question est l'une des plus importantes auxquelles est aujourd'hui confrontée l'espèce humaine. Certains considèrent comme une évidence que notre planète est régulièrement visitée, d'autres pensent que nous sommes seuls, d'autres encore pensent que nous n'existons pas réellement. L'objectif de ce documentaire n'est pas de vous donner une solution au paradoxe de Fermi, je ne l'ai pas. Il n'est pas non plus de vous orienter vers une solution plus qu'une autre. L'objectif est de vous donner les clés principales pour comprendre les tenants et aboutissants les plus importants du paradoxe de Fermi. Avec ceci en main, vous devriez être en capacité de vous faire votre propre opinion. Autant que possible, et afin de rendre les choses les plus claires possibles, je chercherai à illustrer mes propos avec des œuvres qui auront utilisé dans la fiction les propositions scientifiques
faites autour de l'existence d'extraterrestres. Contrairement à la première vidéo où seuls les points essentiels étaient traités, cette vidéo ira plus loin et n'évitera aucun sujet, y compris celui des ovnis. Nous rentrerons plus en détail sur de nombreux éléments afin de vous donner un maximum de clés de compréhension sans rentrer dans une technicité trop importante. Si vous souhaitez aller encore plus dans le détail, je fournirai en description de nombreuses possibilités d'approfondissement. Lors de ma première rencontre avec le paradoxe de Fermi, une des choses qui m'a le plus marqué est la grandeur des chiffres évoqués pour représenter la taille de l'univers et le nombre d'astres qui s'y trouvent. L'univers n'est pas seulement gigantesque, il est incompréhensiblement grand. Avant de chercher à comprendre le paradoxe de Fermi, il est indispensable d'accepter qu'on ne peut pas comprendre avec nos cerveaux, ne serait-ce que la taille de l'univers observable. L'univers observable est une région sphérique d'un diamètre de 93 milliards d'années-lumière, dont la Terre constitue pour l'humanité le centre. Elle contient tout ce qui peut être observé depuis la Terre grâce aux radiations électromagnétiques émises par les divers astres et qui ont eu le temps d'atteindre notre planète depuis le début de l'univers. La taille de l'univers étant inconnue, le nombre de galaxies est possiblement infiniment supérieur. La Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous nous trouvons, compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Dans ma précédente vidéo sur le paradoxe de Fermi, je vous avais dit que l'estimation basse du nombre de galaxies dans l'univers observable était de 100 milliards. Ce nombre a aujourd'hui presque doublé à 170 milliards de galaxies, et il est estimé qu'il y en aurait en réalité 2 billions. Il y a donc très certainement plus de galaxies dans l'univers observable que d'étoiles dans notre galaxie. Chacune de ces galaxies comprendrait au moins 100 milliards d'étoiles. Parmi ces étoiles, une partie conséquente d'entre elles ont ou ont eu des caractéristiques proches de celles de notre Soleil, même si une étoile jumelle n'a pas encore été trouvée. En utilisant les estimations les plus basses, il y aurait ainsi 500 milliards d'étoiles similaires au Soleil dans l'univers observable. Et si l'on a longtemps pensé les planètes rares, on pense aujourd'hui qu'entre 20 et 50% de ces étoiles auraient dans leur orbite une planète connaissant des conditions similaires à celles connues sur Terre. Il existerait donc au moins 100 milliards de planètes similaires à la Terre. Ce serait ainsi 100 fois plus que le nombre de grains de sable sur Terre si l'on en croit plusieurs études faites sur le sujet. Cette information avait mené à de nombreux commentaires sur la première vidéo, donc si vous souhaitez savoir comment cela a été calculé, l'information sera présente dans les sources de la vidéo. La Terre n'ayant que 4,5 milliards d'années, et au vu des avancées de l'humanité en quelques milliers d'années seulement, il serait naturel qu'avec 13,8 milliards d'années d'existence pour l'univers, celui-ci soit rempli de vie, et sans doute de vaisseaux. Et pourtant, malgré des décennies d'efforts, nous n'avons toujours aucun indice d'une vie extraterrestre. Entre en jeu l'équation de Drake, un des concepts les plus connus s'articulant autour du paradoxe de Fermi. Nous sommes en 1959 et deux physiciens, notamment connus pour avoir participé au projet Manhattan, publient un article dans Nature nommé « À la recherche de communication interstellaire ». Ils y suggèrent que les radiotélescopes pourraient désormais reconnaître des transmissions sur certaines longueurs d'onde. L'année suivante, Frank Drake se met alors en quête de ces transmissions. C'est le début du projet OSMA. En utilisant l'équipement de l'Observatoire national de radioastronomie de Green Bank, Drake se concentre sur deux étoiles proches et semblables au Soleil, Epsilon Eridani et Tau Ceti. Au rythme de 6 heures par jour pendant 4 mois, il cherchera sans succès des signes de communication extraterrestre. C'est peu après qu'il organisera une rencontre sur la recherche de la vie extraterrestre. Drake expliquera plus tard que lorsqu'il préparait cette réunion, il réalisa quelques jours avant qu'un programme était nécessaire. Il lista donc toutes les inconnues nécessaires afin d'établir la difficulté que représentaient ces tentatives de détection de la vie extraterrestre. En les regardant, il lui parut évident qu'en les multipliant, il obtiendrait un nombre, celui du nombre de civilisations dont les communications pouvaient être détectées dans notre galaxie. Cette équation est une réflexion probabiliste dont l'objectif n'était pas tant de quantifier le nombre de civilisations que de susciter un débat au cours de la première rencontre du programme SETI de la NASA. Après avoir été inspiré quelques mois plus tôt par les réflexions du professeur Shapley sur le nombre éventuel de civilisations extraterrestres,
Frank Drake, formulait ainsi un calcul qui lui survivrait. En utilisant cette équation, nous entrons dans l'hypothétique, mais si vous avez cliqué sur cette vidéo ou que vous aviez découvert la première vidéo, c'est que vous aviez déjà accepté cela. Sur le sujet extraterrestre, nous nous trouvons ainsi face à de nombreuses inconnues. L'équation se présente ainsi. N représente le nombre total de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée. Pour arriver à ce nombre, voici les éléments qu'a isolé Frank Drake, dont j'évoquerai les différentes estimations qui ont été proposées afin de trouver le fameux nombre N. R est le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans notre galaxie. Fp est la fraction de ces étoiles possédant des planètes autour d'elles. NE est le nombre moyen de planètes dont les conditions semblent propices à la vie pour chacune des étoiles précédemment évoquées. Fl est la fraction de ces planètes sur laquelle la vie apparaît. Fi est la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente. Fc est la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer. Enfin, L est, en années, la durée de vie moyenne d'une civilisation. Lors de sa première estimation, Drake avait proposé qu'il apparaissait 10 étoiles tous les ans en moyenne et que 20 à 50% d'entre elles possédaient une ou plusieurs planètes orbitant autour d'elles. Il y aurait dans ce cas 1 à 5 planètes en moyenne possédant les conditions nécessaires pour faire apparaître la vie. Drake considère alors que 100% de ces planètes vont non seulement développer la vie, mais surtout développer une vie intelligente. Seulement 10 à 20% auraient alors la capacité et la volonté de communiquer. Enfin, elle était considérée entre 1000 et 100 millions d'années. Avec de tels chiffres, N est au minimum à hauteur de 200, mais peut monter jusqu'à 500 millions. Cela signifie que Drake considérait qu'il y avait eu au minimum 200 civilisations à notre niveau dans notre galaxie, mais qu'il pouvait y en avoir jusqu'à 500 millions. De nombreux travaux et réflexions se sont organisés au fil des années autour de la formule proposée par Drake. Les estimations ont ainsi énormément évolué avec l'avancement de nos connaissances, généralement dans le sens d'une augmentation de la probabilité de l'existence d'une vie extraterrestre. Le plus étonnant est de voir aujourd'hui que Drake avait probablement volontairement sous-évalué ses propres estimations afin de s'assurer une plus grande crédibilité dans la fameuse réunion. L'inconnu R semblait être l'un des éléments les moins problématiques, puisqu'il avait été calculé de nombreuses fois avec un aléa relativement restreint face aux autres inconnus. Pourtant, Drake a plus tard expliqué que pour plus de précision, il faudrait considérer ce nombre tel qu'il était il y a plusieurs milliards d'années afin de compter le temps nécessaire au système de développer des conditions favorables à l'apparition de la vie. Les chiffres varient aujourd'hui entre 2 et 16, mais le nombre de 7 est celui que j'ai vu le plus apparaître dans les documents présents en source. Fp est l'inconnu sur laquelle le plus de progrès a été fait. Il est aujourd'hui accepté que les étoiles avec des systèmes planétaires ne sont pas l'exception, mais bien la règle, et que la probabilité se rapproche ainsi de 1. Il existerait donc énormément d'exoplanètes, des planètes extérieures au système solaire. Alors que pendant plus de 30 ans la situation n'avait pas changé, les avancées technologiques nous ont permis d'en trouver un rythme qui ne cesse de s'accélérer. Si bien qu'alors que nous n'avons trouvé la première qu'en 1992, nous avons aujourd'hui confirmé l'existence de plus de 4000 exoplanètes. Fp est généralement estimé entre 80 et 99%. Dans la même veine, NE, le facteur représentant le nombre de planètes par étoile qui peuvent abriter la vie, a aussi considérablement évolué. Le principe de boucle d'or est souvent évoqué pour illustrer facilement le concept de zone habitable, car ce conte est connu à travers le monde. Dans cette histoire, Boucle d'Or, une petite fille, entre dans la maison d'une famille d'ours et goûte 3 soupes qu'ils ont préparées. L'une est trop chaude, une autre trop froide, mais la dernière est à la bonne température. Les planètes, parfois appelées boucles d'or, sont celles se situant dans cette zone habitable, ni trop proche de leur étoile et donc trop chaude, ni trop loin et donc trop froide. Cela dit, rien n'assure à une planète d'être à même d'abriter la vie du simple fait qu'elle soit dans la zone habitable. D'autres éléments comme l'eau liquide sont considérés comme essentiels, des éléments qui peuvent manquer à une planète quand bien même elle se trouverait dans une zone habitable. De nombreuses inconnues existent toujours quant aux limites de la zone habitable.
Si l'on a longtemps pensé que la Terre, voire Mars, étaient les seules planètes de notre système solaire dans cette zone, d'autres possibilités sont aujourd'hui envisagées au-delà des questions de distance. Les lunes de certaines planètes gazeuses pourraient effectivement abriter la vie sans être pour autant dans ce que l'on considère aujourd'hui comme la zone habitable. Deux exemples peuvent être donnés avec certaines des lunes de Jupiter et Saturne. Ces lunes, comme Europe ou Titan, pourraient voir la vie entrer en phase d'hibernation. La réalisation du potentiel des exolunes est une nouvelle étape prometteuse dans la recherche des exoplanètes. De nombreuses conditions peuvent aussi changer en fonction du type ou du nombre d'étoiles autour desquelles la planète orbite, du type des planètes en question, mais aussi de leur rotation. La liste des possibilités, mais aussi des conditions afin de savoir combien de planètes peuvent abriter la vie, ne cesse d'évoluer, et il est possible que de nouvelles considérations viennent bientôt réduire ou augmenter de façon drastique ce que nous considérons comme une planète habitable. Si Drake pensait notre système solaire comme la norme sur cette question de planètes semblables à la Terre, il s'avère aujourd'hui que nous puissions être une exception. Les estimations semblent aujourd'hui se trouver entre 1 et 30 planètes sur 100. Le processus que représente FL est nommé abiogénèse et est l'explication scientifique de l'origine de la vie. Si le processus n'a pas encore été expliqué malgré de nombreuses propositions, Drake considérait sa probabilité à 100% dès lors que les bonnes conditions étaient réunies. Le biais anthropique est cependant une réserve particulièrement importante sur ce chiffre. Nous ne possédons que notre propre exemple. Si les études géologiques tendent à confirmer l'hypothèse de Drake, il n'a jamais été trouvé de preuve que l'abiogénèse s'est produite plusieurs fois sur notre planète. Toute forme de vie semble avoir un ancêtre commun. Trouver des traces de vie sur Mars, Europe ou Titan réduirait drastiquement l'incertitude de FL. Les estimations les plus pessimistes donnent une chance sur 10 000 que la vie se développe sur une planète adéquate, alors que les plus optimistes considèrent toujours cet inconnu proche de 100%. FL est certainement aujourd'hui l'inconnu la plus problématique de l'équation de Drake. L'un des éléments les plus sujets à débat est FI. Une vie intelligente a-t-elle jamais existé ? Il est difficile de définir exactement ce qu'est une vie intelligente, mais nous y risquerons plus tard. En attendant, il s'agit de considérer par rapport à notre propre existence. Une espèce ayant au minimum développé une civilisation organisée, et certainement une technologie. L'équation de Drake peut être reprise afin d'en déterminer la probabilité. Il suffit de la simplifier en supprimant les deux dernières inconnues. Cela réduit l'incertitude puisque les deux premières inconnues ont désormais peu de variations acceptées et que la seule vraie inconnue est l'apparition de la vie. On réalise alors à quel point il est invraisemblable que la Terre soit le seul endroit où est apparue une vie intelligente, que l'on parle de notre galaxie ou de l'univers. Dans le cadre de l'univers, la probabilité que nous soyons les seuls à avoir jamais développé une forme de vie intelligente est aujourd'hui considérée comme au minimum équivalente à 1 sur 60 milliards. Dans l'univers, cela devient complètement incompréhensible puisqu'il y a 13 chiffres supplémentaires après la virgule. Et je le rappelle, ces chiffres sont considérés aujourd'hui comme des minimums. Il est cependant important de rappeler que ces calculs ne sont pas faits pour une existence actuelle, mais chercher à calculer les probabilités qu'aucune vie intelligente ne soit jamais apparue avant l'humanité. FC, la part de ces vies intelligentes qui enverraient des signaux dans l'espace, n'est certainement pas aujourd'hui l'inconnue la plus pressante au vu des deux qui la précèdent. Elle reste à la fois une source importante de spéculation, et nous évoquerons de nombreuses hypothèses plus tard dans la vidéo, mais aussi une véritable barrière potentielle. Contrairement aux inconnus, FC devrait en théorie avoir la particularité de pouvoir être influencé par la civilisation elle-même. Jusque-là, toutes les inconnues étaient déterminées par l'astronomie et la biologie. Les deux dernières semblent au contraire se reposer en partie sur des considérations sociétales et philosophiques. Je dis « semble » car cela supposerait que le vivant tel que nous le connaissons ait un libre arbitre. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est une donnée à prendre en considération. Les civilisations extraterrestres auraient donc le choix entre communiquer avec d'autres civilisations ou ne pas s'engager volontairement dans un contact. La communication n'a cependant absolument pas besoin d'être volontaire. Nous pourrions détecter des choses que ces civilisations n'arriveraient pas à cacher. Malgré cela,
La question des distances, du type et de la puissance des ondes émises ou encore de l'avancée technologique sont autant d'éléments qui nous empêcheraient de capter une communication, même involontaire. Afin de faire comprendre la complexité de la tâche, nous ne serions pas capables de nous détecter avec notre technologie si nous étions à 100 années-lumière de distance, voire même peut-être moins. Notre galaxie ne mesure pas 100, pas 1000, pas 10 000, mais bien 100 000 années-lumière. La question même des émissions se pose. Les nôtres sont très récentes et nous avons vécu pendant 200 000 ans sans laisser plus de traces que les autres espèces animales. L'avènement de la science et de la technologie était-il inévitable? Si notre situation nous fait croire que ce serait nécessairement le cas, le doute est plus que permis. Nous évoquerons de nombreuses possibilités plus tard dans la vidéo. Les estimations sur ce point sont extrêmement difficiles, étant donné que nous n'avons que notre propre exemple. En se basant sur l'augmentation constante de nos signaux, il semble cependant que plus le temps passe, et plus FC se rapproche de 1, raison pour laquelle beaucoup considèrent que c'est l'estimation la plus logique. Enfin, elle est la dernière inconnue de l'équation de Drake, et certainement la plus difficile à estimer de toutes, car nous ne connaissons qu'une civilisation respectant les conditions précédentes, et celle-ci n'a pas disparu. Drake lui-même évoquait en 2011 que cette valeur était probablement celle où les estimations étaient les plus aléatoires et parmi les plus divergentes. Face à cela, les estimations se trouvent généralement entre 10 000 ans et 10 millions d'années. Par pure curiosité, mais aussi pour montrer à quel point il est futile d'utiliser l'équation de Drake comme preuve de quoi que ce soit, voici les résultats que donnent les estimations pessimistes, optimistes et celles le plus souvent acceptées quant au nombre de civilisations dans notre galaxie. Voir le résultat de l'équation avec les probabilités optimistes m'a définitivement convaincu que l'optimisme est trop souvent de mise quant à la présence extraterrestre dans notre galaxie. D'après celle-ci, il y aurait en effet 4 657 435 civilisations extraterrestres. Même si quelques milliers d'années représentent peu de choses au niveau de l'univers, il me semble improbable que l'on n'ait pas pu avoir une preuve absolument irréfutable de leur existence. Au contraire, les résultats les plus pessimistes m'ont surpris, mais paraissent presque logiques tant il peut aussi être possible que nous soyons seuls sur une très grande distance. Il y aurait d'après ces chiffres 0,0000072 civilisations dans notre galaxie. Alors évidemment, cela ne veut pas dire qu'une civilisation est découpée, mais bien qu'il y aurait une civilisation toutes les 138 889 galaxies. La probabilité de tomber sur eux, même juste par observation, paraît de suite infinitésimale. Dans une telle situation, nous ne serions pas seuls, mais ce serait tout comme à l'échelle de l'humanité. Le paradoxe qui semble souvent apparaître vient en réalité de chiffres qui sont probablement optimistes. Dans le cadre des chiffres les plus évoqués, le résultat de 32 civilisations paraît beaucoup plus réaliste. L'idée de seulement 32 civilisations développées dans notre galaxie pourrait se réconcilier avec l'absence d'observation de celles-ci au vu de l'immensité de notre galaxie. Il ne faut cependant pas oublier que l'équation utilise des inconnus avec des variations de plusieurs ordres de grandeur, et qu'il ne faut donc pas la prendre pour argent comptant. Dernièrement, un des travaux les plus intéressants faits sur le sujet de l'équation de Drake est une méta-analyse réalisée dans le cadre du Future of Humanity Institute de l'Université d'Oxford. Dans un article datant du 8 juin 2018, les auteurs dévoilent avoir représenté l'incertitude inhérente à l'équation de Drake grâce à un système de variation au lieu d'utiliser directement des estimations. Grâce à cette méthode, ils ont pu mettre en évidence les fréquences d'apparition d'un certain nombre de civilisations. Je vous encourage à lire leur méthodologie, mais les résultats sont en opposition frontale avec ceux souvent trouvés en appliquant directement la formule de Drake, notamment parce qu'ils appliquent une incertitude bien plus importante sur l'apparition de la vie et une forme intelligente de vie. D'après eux, la probabilité que nous soyons seuls dans l'univers est alors entre 39 et 85%, alors que celle que nous soyons seuls dans notre galaxie est, elle, entre 53 et 99,6%. Avec de tels chiffres, il n'est pas étonnant que leur conclusion soit que nous soyons probablement seuls ou que les extraterrestres se trouvent très loin, peut-être même plus loin que l'horizon cosmique. Il me semble crucial de répéter que l'objectif de cette équation n'est pas de donner une réponse définitive, mais de servir de base à la réflexion.
L'équation, à travers les années, a certainement été le point d'entrée de nombreuses personnes dans le domaine de la recherche d'une vie extraterrestre. Si j'ai vu des commentaires dire que cette équation n'était pas de la science, je trouve cela au moins très dur, si ce n'est dangereux. Il y a à mon avis un monde entre l'équation de Drake qui vient pousser à la recherche sur des points précis et certaines hypothèses qui ne se basent que sur la volonté d'y croire. Combien de théories aujourd'hui acceptées ont démarré en étant considérées comme les élucubrations d'individus isolés? La science fonctionne en premier avec des hypothèses ou des réflexions qui finissent par atterrir sur un résultat parfois inattendu et les rejeter n'est à mon avis pas une bonne idée. C'est au contraire parfois en cherchant à prouver qu'elles sont fausses que des chercheurs démontrent l'existence de ce en quoi ils ne croyaient pas. Au début du XXe siècle, Ludwig Boltzmann va par exemple donner raison à Planck au sujet des rayonnements de corps noirs alors qu'il cherchait justement à démontrer l'erreur de celui-ci. S'il avait considéré ce raisonnement indigne de la science, il n'aurait certainement jamais pris le temps d'en démontrer l'erreur. Il n'est absolument pas question de dire que l'équation contient la vérité sur la présence ou l'absence de civilisation extraterrestre. Il est seulement question de l'utiliser parce qu'elle met de façon très simple en avant plusieurs inconnus nécessaires à l'apparition d'une société au niveau de la nôtre. Il est encore possible d'y ajouter d'autres inconnus si l'on cherche au-delà de notre galaxie. Malgré tout cela, l'équation peut permettre de souligner que la situation cosmique dans laquelle nous nous trouvons est surprenante, tant il semble au premier abord improbable que nous soyons seuls dans l'univers. Concentrons-nous désormais uniquement sur notre galaxie, la Voie lactée, pour rendre la situation plus visualisable. Mais aussi et surtout, car nous ne pourrons probablement pas la quitter avant très longtemps, voire jamais, notamment à cause de l'expansion de l'univers, que j'évoquerai plus en détail plus tard. Il y a environ 20 milliards d'étoiles similaires au Soleil dans la Voie lactée, ce qui permet de penser qu'il existe environ 1 milliard de planètes connaissant des conditions similaires à la Terre. Il suffit qu'une sur 1000 vienne à voir la vie apparaître pour que notre galaxie ait 1 million de planètes avec une forme de vie. Dans de telles conditions, la probabilité que nous soyons la première planète à avoir vu la vie apparaître semble très faible, et la faible avance à l'échelle cosmique s'avérerait certainement immense à notre niveau. Si l'une de ces planètes était présente depuis 5 milliards d'années, ce qui est un peu plus que la Terre, une forme de vie aurait eu 460 millions d'années supplémentaires pour se développer par rapport à l'humanité. 460 millions d'années, ça semble énorme, mais sur une échelle cosmique, ça ne représente même pas 4% de l'histoire de l'univers. La représentation de notre existence est souvent faite en considérant une année. Si l'univers représente cette année, l'humanité entière ne représente que quelques minutes. Notre existence, autant temporelle que physique, ne représente rien au niveau de l'univers. Lorsque l'on regarde l'amélioration de nos technologies depuis notre apparition, on voit que nos modes de vie ont subi des changements radicaux et que ces changements s'accélèrent. Imaginez une personne au début du XVIIIe siècle qui découvrirait notre monde actuel. Cela constituerait un choc immense pour elle. Alors qu'elle ne connaît pas encore le chemin de fer, les bateaux à vapeur, la poudre à canon ou même le caoutchouc, elle découvrirait l'aviation commerciale, les prouesses de l'usage de l'électricité ou encore, peut-être le plus choquant, Internet. Avec l'accélération constante de leur développement, les technologies d'une civilisation avec ne serait-ce que 1000 ans d'avance sur nous rempliraient probablement la troisième loi d'Arthur Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Imaginez donc maintenant que l'on ne parle pas de 1000 ans d'écart, mais de centaines de millions d'années. C'est ici qu'entre en jeu le concept de l'échelle de Kardashev, proposé en 1964 par l'astrophysicien du même nom, et qui répartit les possibles civilisations extraterrestres en 3 types distincts en fonction de l'énergie qu'elles sont capables d'utiliser. D'après ces propositions, les civilisations de type 1 seraient celles qui sont parvenues à utiliser toute l'énergie à leur disposition sur leur planète. Si le chiffre exact n'est pas clair, il est estimé que nous serions actuellement à 0,7 sur cette échelle, et le consensus scientifique veut que l'on atteigne le premier niveau, au mieux au début du siècle prochain. Les civilisations de type 2 seraient capables d'exploiter 100% de l'énergie de l'étoile de leur système. S'il nous est difficile d'imaginer comment procéder à un tel niveau, des technologies comme la sphère de Dyson ont été proposées. Cette mégastructure se constituerait d'une sphère plus ou moins complète entourant une étoile
et récoltant autant de son énergie que possible. Un tel niveau nous demanderait sûrement plusieurs millénaires avant de l'atteindre, en plus de poser des problèmes techniques très concrets. La construction d'une structure capable d'entourer une étoile nécessiterait une immense quantité de matériaux qu'il faudrait en plus acheminer avant de construire la sphère dans l'espace. La faisabilité pratique d'une telle structure se pose, et avec elle peut se poser celle de la capacité à atteindre la civilisation de type 2. Enfin, le troisième niveau correspondrait à une civilisation capable d'exploiter l'énergie de sa galaxie entière, un concept dont il est difficile d'imaginer aujourd'hui les possibles méthodes de mise en œuvre. Je ne vais donc pas le détailler, mais il me semble clair que le gouffre entre chaque niveau est gigantesque. Des propositions ont été faites quant à l'existence de type 4 et 5, mais Kardashev lui-même considérait ces possibilités comme trop avancées pour pouvoir ne serait-ce que les concevoir. Si une société de type 2 ou 3 paraît extrêmement lointaine, la forme de vie dont nous parlions plus tôt aurait eu 460 millions d'années supplémentaires pour atteindre un tel niveau, ce qui peut sembler suffisant que l'accélération du développement technologique continue ou non. Certaines planètes auraient pu arborer la vie encore plus tôt et auraient ainsi encore plus de chances d'atteindre un tel niveau. Une telle civilisation aurait forcément eu le temps de coloniser l'intégralité de la galaxie, puisque ces technologies auraient aussi évolué à des niveaux qui nous sont probablement incompréhensibles. Elles auraient probablement pu aller encore plus loin du fait que les distances entre les objets étaient plus faibles il y a plusieurs milliards d'années. Quand bien même ce passage serait difficile à atteindre, l'apparente abondance de possibilités d'apparition de la vie mène à se demander pourquoi nous ne voyons aucun signe d'une telle civilisation. Et c'est cela qui nous mènera à la prochaine vidéo, et une des explications les plus importantes et les plus terrifiantes, tant elle nous condamne de façon quasi certaine, le grand filtre.